Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En coulisses, l'homme qui orchestre, si vous voulez, cette intoxication massive, c'est un fonctionnaire de la pharmacie militaire, Otto Ranke. Il est physiologiste et il considère la pervitine comme une sorte de chance unique, si vous voulez, d'optimiser les soldats. Il publie des rapports enthousiastes évidemment, il vante les performances accrues des unités dopées, il propose même d'expérimenter de nouvelles combinaisons de stimulants. Et oui, c'est pas fini, et il n'est pas seul. Vous avez toute l'industrie pharmaceutique évidemment qui suit. Temmler augmente ses cadences, on cherche à améliorer la formule, bien sûr. Bientôt vous avez des mixtures plus puissantes, qui mélangent la cocaïne et la pervitine, qui vont être testées sur les troupes aéroportées. La guerre devient un champ carrément d'expérimentation chimique. L'homme n'est plus un soldat. J'ai l'air de rigoler, mais en fait c'est gravissime. L'homme n'est plus un soldat, mais une sorte de plateforme biologique qu'on module selon les besoins de l'État, vous voyez déjà. Vers une guerre sans sommeil, si vous voulez, on se destine à ça. Parce que pour les nazis, le rêve devient clair. Une guerre continue, sans pause, sans faiblesse. Un front mobile, infatigable, une machine humaine sans panne. L'utopie totalitaire va s'étendre à ce moment-là au métabolisme. L'objectif, c'est remplacer le besoin de repos par la volonté pure, ou, si vous préférez, sa version chimique. Mais cette guerre s'ennuie, cette guerre accélérée, a une faiblesse majeure. Elle brûle en fait ses propres troupes. Elle les use, elle les fracture, elle les détruit de l'intérieur, mais il ne le voit pas. À l'été 41, au moment du lancement de l'opération Barbarossa, l'invasion vous savez, de l'URSS, la pervitine est encore plus massivement distribuée. Mais cette fois, face à l'immensité du territoire, au froid, à la boue, au chaos, ça suffit plus. Imaginez, les soldats dopés avancent trop vite, ils vont trop loin, et ils s'effondrent derrière les lignes ennemies, les nerfs commencent à lâcher, les hallucinations augmentent, les pertes se multiplient, la guerre de la vitesse rencontre à ce moment-là le mur de la fatigue. Et le Troisième Reich découvre une vérité ancienne, le corps humain n'est pas un moteur. Il peut casser, effectivement. Et quand il casse, là, évidemment, il se passe des choses. Hitler lui-même n'est pas toujours ce qu'on imagine. On imagine un homme inébranlable, on voit un roc, un mystique, sec, tendu, qui refuse l'alcool, le tabac, la viande, les femmes, même le sommeil. Dans cette légende qui a été soigneusement construite par la propagande nazie, Hitler, c'est un peu l'ascète suprême, tout entier tendu vers son peuple, son destin, son combat. Un homme au corps pur, au cœur pur bien sûr, mais au corps pur, à l'esprit clair. Bon, il n'a rien d'un arien, mais en tout cas, il en a l'intérieur, si vous voulez. Il n'a pas l'extérieur, mais en tout cas l'intérieur. Mais cette image est une illusion. Derrière le masque martial du Führer, il y a un corps qui souffre, des douleurs chroniques, des insomnies, des spasmes intestinaux violents, des éruptions cutanées, une fatigue tenace, une peur maladive du cancer et surtout un besoin croissant de soulagement immédiat, des remèdes rapides, des solutions chimiques, évidemment. C'est dans ce vide qu'entre en scène un personnage peu reluisant mais capital dont je vous ai parlé dans l'introduction, le docteur Théodore Morel. Une sorte de charlatan de luxe, si vous préférez. Rien ne prédestinait en fait Morel à devenir l'homme le plus proche d'Hitler. Médecin au physique ingrat, obèse, transpirant, malodorant, spécialiste en dermatologie et maladies vénériennes, vous voyez, rien à voir. Il a pourtant réussi à se constituer une clientèle prestigieuse à Berlin en vendant des remèdes vitaminés et des piqûres qu'on dit miraculeuses. Son génie, l'opportunisme. Voilà, c'est un vendeur, si vous voulez, et une main experte avec sa seringue. Morel se présente comme un praticien moderne, adepte des injections rapides, capable d'effacer en quelques secondes les symptômes les plus tenaces. Alors il soigne des actrices, il soigne des ambassadeurs, des champions de boxe, il soigne Heinrich Hoffmann, le photographe personnel d'Hitler, et c'est par lui que l'invitation arrive. Morel est convoqué au Berghof, la résidence bavaroise du Führer. Hitler souffre depuis des mois de violents troubles intestinaux que ses médecins n'arrivent pas à soulager.
Morel lui administre un traitement de choc à base de Mutaflore, c'est une sorte de préparation de bactéries intestinales enrichies d'extraits d'organes, de glucose et probablement déjà des stimulants. En quelques jours, Hitler se sent mieux. Alors il est conquis et il décide. Morel va devenir son médecin personnel. À partir de ce moment-là, il ne le quitte presque plus. Une relation de dépendance, si vous voulez, totale. Le lien qui se tisse entre Hitler et Morel, forcément, dépasse celui d'un patient et de son médecin. C'est une sorte de pacte, un échange fondamental. Morel soulage, Hitler le protège, parce qu'autour du médecin, tout le monde l'exècre. Les généraux le méprisent, Eva Braun le fuit, Goebbels l'appelle le gros cochon, mais Hitler l'écoute, le défend, et donc le garde. Pourquoi ? Tout simplement parce que Morel est le seul à produire du résultat, et du résultat immédiat. Il ne cherche pas les causes, il agit tout simplement. Il pique, il soulage, il dope. En somme, il est le dealer, si vous voulez, du Führer. Entre 1936 et 1945, Morel administre à Hitler plus de 800 injections et plus de 1200 comprimés, souvent sans diagnostic réel, parfois même sans expliquer ce qu'il injecte. Il consigne tout dans des carnets secrets, marqués Inge, X, Vite plus, Stimule, et des codes un peu flous pour des produits visiblement assez puissants. Les substances varient, vitamines, glucose, hormones sexuelles, extraits de foie, strychnine, belladone, caudal. Le caudal, c'est un dérivé de la morphine. Cocaïne, pervitine. Hitler, en fait, c'est une sorte de cocktail chimique ambulant, si vous voulez. Le corps du Führer, c'est presque un champ de bataille à lui tout seul. Et progressivement, les effets se font visibles et on peut le voir sur les vidéos. Hitler devient plus nerveux, il souffre de tremblements à la main gauche, visibles dès 1943 sur les vidéos. Son teint jaunit, ses yeux sont parfois injectés de sang. Alors on a du noir et blanc, bien sûr, à l'époque. Un petit peu de couleur, mais en tout cas, on a les témoignages. Il s'agite sans raison, parle en boucle, il multiplie les décisions erratiques, ses insomnies s'aggravent, il exige des injections de Morel, parfois jusqu'à 6 fois par jour, il faut imaginer ça. C'est une sorte de puits sans fond, si vous voulez. Il a ses rituels, piqûre avant un discours, piqûre avant réunion, piqûre avant une inspection. Il confie lui-même à Albert Speer, une fois qu'il me pique, je me sens renaître. Vous imaginez un peu, mais il ne contrôle plus rien en réalité. C'est le médecin qui tient l'aiguille. Et l'aiguille tient le régime. En pratique, Morel administre au dictateur les moyens chimiques de son autorité. Mais quand les idées flanchent, le corps tient. Quand les défaites commencent à s'accumuler, le ton, on le sait, reste martial. La volonté s'effrite, mais le dopage lui-même maintient une sorte d'illusion. Une emprise politique par la médecine, si vous voulez. Et ce qui se joue ici, c'est pas anecdotique, c'est pas une faiblesse personnelle, c'est une clé de lecture politique, et j'allais presque dire géopolitique. Imaginez qu'à la même période, à la même époque, c'est quand même assez incroyable, on a donc Adolf Hitler qui est sous amphétamine, on a Staline, qui lui aussi est sous médicaments avec une paranoïa accrue. On a Winston Churchill qui est, on va dire, qui tient grâce à l'alcool assez souvent, en certaines quantités. Et on a Roosevelt qui est malade et qui lui aussi tient avec des médicaments. Imaginez un petit peu le sort du monde avec ces quatre-là, et heureusement de l'autre côté on a De Gaulle. Mais imaginez un petit peu le sort du monde et on comprend peut-être aussi mieux parfois certaines choses. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.